Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, La Bamba, Wayne's World et The Wolf of Wall Street. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, les goods, the bad and the ugly, de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, mon invité, c'est une humoriste, une conteuse que j'adore, c'est une finissante de l'École nationale de l'humour en 2012. C'est quelqu'un qui, dès qu'on la lance sur un sujet, à part, puis j'adore ce genre d'invité-là. Personnellement, je l'ai découvert dans des soirées d'humour, je l'ai découvert en écoutant beaucoup de podcasts comme Trois Bières, Sous-Écoute, Moi Haha. C'est Josiane Aubuchon. Allô Josiane? Hey, allô, allô! Comment vas-tu? Ça va bien, je suis excitée de faire quelque chose de concret, là. Oui. Euh, quand on t'écoute dans les podcasts, on découvre rapidement que tu viens de la campagne. Tu viens d'où exactement? Je viens du petit village de Saint-Norbert dans l'Anaudière. C'est, je te dirais, pas très loin de Berthierville-Joliette, là, pour vous aider à sa map, là. Fait que je viens de ce pittoresque village de à peu près 1000 habitants ou moins, là. Là, pas longtemps, on a tapé le 1000, je pense. Wow! Ben, en pleine croissance, mon Dieu, ça va bien à Hey. Saint-Norbert. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, là. Mes parents, ça les inquiète des nouveaux venus qui sont pas de souche, là, mais ça se passe bien. D'ici 2050, vous allez peut-être être 2050. Ben, j'allais dire, on se le souhaite, mais c'est pas vrai. J'aime ça garder ça petit, là. J'aime ça savoir ce qui se passe dans toutes les chaumières. Quand t'écoutes justement dans beaucoup de podcasts, tu parles souvent de cinéma, tu parles beaucoup des films que t'aimes, t'as vraiment, j'ai l'impression, un amour pour regarder des films. C'était comment grandir dans un petit village puis découvrir des films? Ça se passait comment? Justement, obtenir une cassette VHS pour la regarder à Saint-Norbert? Ouais, ben c'était pas facile parce que pour vrai, tu sais, moi je viens d'un endroit là où Club Vidéotron pis ces affaires-là, Blockbuster, là, il y en a pas. Mhm. Fait que dans le fond, il y avait deux options. Fallait premièrement convaincre nos parents de nous amener parce que c'était en campagne. Fait que c'était comme deux petits clubs vidéo indépendants, un dans le village d'à côté, puis l'autre à Saint-Norbert, mais quand même loin, là, que quand t'as 8 ans, tu peux pas partir avec ton bicycle, elle est là tout seul. Puis c'était vraiment spécial parce que mes parents, des fois, nous le permettaient. Le samedi soir, on y allait. Puis là, le club vidéo à Saint-Norbert, tu descendais en bas. Tu sais, c'était comme dans la maison de quelqu'un, là. C'était chez eux. Tout en haut, c'était sa vie normale, là. Tu sais, c'était un bungalow normal. Puis là, tu descendais dans le sous-sol, c'était un club vidéo. Puis tu sais, il n'y avait pas énormément de choix, là, je sais pas, moi, 100 cassettes. Puis là-dedans, il y avait la partie derrière les portes, là. Oui. Mais ce qui était hot, ce qui était malade, c'est qu'eux autres, ils s'étaient acheté une machine à slotch. Wow. Fait que, tu pognais ta cassette, t'essayais de convaincre d'avoir une slotch. Et là, cette maison-là, ce qu'elle faisait à l'Halloween, c'est que quand t'allais au club vidéo pour avoir des bonbons, mais dans le fond, t'allais dans le bungalow de base, en haut, pour avoir des bonbons, ce qu'il faisait, c'est qu'il te donnait une slotch d'Halloween. C'est quoi une Fait que ça, sludge d'Halloween? Ah, ben là, c'est une slotch bien normale, mais moi, je disais, c'est ma slotch d'Halloween! Ok. J'ai toujours eu le petit bonheur facile, là. Ok, c'est pas l'ancêtre du pumpkin spice, mais en slush, là. C'est pas... Ah ben non, hein, le pumpkin spice, ça se rendra jamais à son Norbert, c'est là. Voyons, ramène-toi à base, mon gars, on n'est pas là. On n'est pas là. Fait que, tu sais, c'était aller des fois louer des vidéos, puis c'était bien rare. Des fois, on y allait quand mes cousines, ils venaient. Tu sais, des fois, mes cousines, il fallait comme que ma mère, je sais pas, elle devait vouloir impressionner mes cousines. Fait que là, elle disait qu'on allait aller au club vidéo. Je me rappelle qu'on avait loué La Ligue en jupon avec mes cousines. J'avais adoré ça. Avec Madonna et Tom Hanks. Oui, c'était puis Gina Davis, Oui. tout, c'était vraiment un super bon film. D'ailleurs, il y a eu un très bon documentaire sur Netflix qui est sorti sur deux femmes qui étaient en couple à cette époque-là. Il y en a une qui faisait partie de la véritable Ligue en jupon. Fait qu'en tout cas, je me rappelle pas du titre, mais c'est bien bon.
Puis, ben c'est ça, tu sais, je suis une cinéphile de base. Genre, j'ai vu beaucoup de choses, mais je suis pas la meilleure spectatrice de films, je Ah, pense. c'est bien correct. L'important, c'est pas de flasher nos connaissances en cinéma, c'est de savoir ce que toi t'aimes Ouais. pour apprendre à découvrir via le cinéma, pis c'est ça qui est formidable. Euh, Justement, c'était quoi à part une ligue en jupon, c'était quoi les cassettes que vous louiez dans cette maison-là? Ouais, ben moi, j'étais vraiment team comédie. Je voulais Ok. juste des comédies. Tu sais, moi, j'ai 34 ans. Fait que je suis vraiment à l'époque là, Hmm. de toutes les espèces de grosses comédies de Chevy Chase, de John Candy, de... Ouais. Moi, là, Tout je le voulais début tout... d'Adam Sandler, tout le début de Jim Oui, Carrey, j'imagine. ben oui, Jim Carrey, je veux dire, c'était un hit, là. C'était un Ouais, gros ouais. hit. Fait que c'était vraiment team comédie. D'ailleurs, attache ta tuque, mon Guy, j'ai 34 ans, je suis allée au cinéparc une seule fois dans ma vie. Hmm. Et c'était pour voir le masque en Yes! famille dans une van Windstar couleur champagne. OK? Fait que Jim Carrey, c'est vraiment signifiant pour moi. Hein. C'est un Canadien ultra drôle. J'ai vu tous les Ouais. films. Et en plus, c'est ma seule référence au cinéparc. Comme dirait lui-même Jim Carrey, alrighty then, on va pouvoir, on va pouvoir entrer dans ta liste. Ton premier film, c'est pas une comédie du tout, c'est un drame, La Bamba de 1987 avec réalisé par Louis Valdez. Mhm. Ça met en vedette Lou Diamond Phillips dans le rôle de Richie Valens, de son vrai nom Ricardo Valenzuela, Oui, euh, qui est mort à 17 ans dans un accident d'avion avec Buddy Holly et le Big Bopper. C'est lui qui a justement chanté et composé, j'imagine, la chanson La Bamba que tout le monde connaît, entre autres à cause de la petite vie au Québec. oui. Mais qui est vraiment une Je belle t'arrête. chanson. Oui. Parce que je voulais juste te dire, c'est pas lui qui l'a composé. Ok. En fait, ça fait partie vraiment de. Ça fait comme partie du folklore mexicain. Hmm. Mais tu sais, c'est comme lui qui l'a popé in. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis, ben justement, tu sais, en gros, c'est ça. C'est sa vie, mais c'est un gars qui est mort à 17 ans. C'est encore plus tragique. Buddy Holly avait 22 ans. C'est comme, voyons, c'est une grosse perte pour la musique, mais... Euh, que- euh, enfin, ça, on vient je viens de le résumer un petit peu, mais qu'est-ce qui te touche autant dans ce film-là? Et mon Dieu, pour vrai, la Bamba, là, encore aujourd'hui, ça me prend dans le cœur, ce film-là. Hmm. Je l'ai vu à plusieurs reprises, mais mettons, je te fais la genèse de pourquoi ce film-là mérite sa place Ouais. dans mon top. C'est que quand j'étais petite, à un moment donné, je suis tombée sur ce film-là. Moi, déjà jeune, j'étais obsédée par la chanson La Bamba. Écoute, dans ma Ok. campagne profonde, j'adorais faire semblant de jouer de la guitare en criant Bamba, la Bamba. Puis, tu sais, je sais pas d'où ça m'est venu. Je devais avoir entendu ça dans la compilation Ce soir on danse volume 1, quelque chose de Oui. même. Puis là, je chantais toujours la Bamba. Puis à un moment donné, je tombe sur le film qui s'appelle La Bamba, je l'écoute. Et là, moi, j'ai pas tout de suite compris que c'était un film autobiographique. Hmm. Fait que pendant un certain moment, je me suis dit, hein, c'est la première fois que je vois un film où volontairement le héros meurt. Moi, dans ma tête, c'était un scénario que quelqu'un avait dit, on va faire mourir le personnage principal. Et moi, dans ma petite tête d'enfant, ça m'avait vraiment impressionné. J'avais jamais vu de film fait comme ça à l'époque. Puis là, à un moment donné, fouille-moi, là, j'ai comme compris, j'ai vieilli, ou peut-être une de mes sœurs me l'a dit, que non, c'était un véritable film autobiographique. Puis là, ça a pris comme une autre ampleur de, oh mon Dieu, découvrir l'histoire, la vie de l'interprète de ma chanson Bref, quand Ouais. j'étais petite. C'est vraiment devenu particulier, intense. Puis aussi, je me rends compte que la musique dans les films, il joue pour vraiment beaucoup. Ouais. J'aime vraiment beaucoup toute l'époque des années 50, 60, 70. Fait que quand on va dans cette veine-là, dans un film, je suis toujours là. Comme moi, pour vrai, là, j'ai tellement vu de biopics puis de documentaires de Joe Dassin à Motley Crue, à n'importe qui, à Dalida. J'y regarde tout. J'adore ça. Je Ouais. sais pas pourquoi. Je trouve que c'est des gens qui ont eu un destin incroyable. En fait, je me lance, je fais une confidence ce matin. Je pense que je suis un petit peu obsédée par les destins incroyables. Hmm. Les gens qui ont été de passage, mais dont on va toujours se souvenir. Puis pour moi, Richie Valens, c'est ça. Ouais, puis C'est vraiment... de toutes les biopics, justement,
celle-là, elle t'a rejoint en quoi autre que t'étais obsédé par la chanson La Bamba quand t'étais toute petite? Ben, je pense aussi que il y a tout le côté un peu culturel, tu sais, parce que Richie a un frère qui s'appelle Bob. Mhm. Puis Bob, il est vraiment plus près de ses origines traditionnelles. Tu sais, Richie est devenu un peu américanisé pendant son adolescence, puis tout ça. Tandis que son frère va encore sur des réserves, puis tout ça, puis il va avec le côté autochtone de sa culture. Puis ça, on le voit dans le film. Tu sais, des fois, il va voir une espèce de chaman qui tue des serpents, qui parle dans une autre langue. Et ça me fascinait vraiment. Puis on dirait que je trouvais ça impressionnant de me rendre compte que une personnalité aussi connue que Richie Valens, qui me semblait quand même assez américanisé, Mhm. pouvait être cette espèce de... être dans cet univers. Puis aussi, tout le côté familial, là, on découvre à quel point Richie est proche de sa famille, c'est touchant. Je me reconnais là-dedans. Son Ouais. frère, justement, Bob, c'est un bad boy, il fout la merde. Tu sais, à travers tout ça, il y a aussi une belle petite histoire d'amour avec Donna, d'où la chanson Donna. Oui. Mais quand j'étais petite, là, j'ai vraiment tout embarqué là-dedans. Puis, inévitablement, ça marque là, le crash en avion Ouais. de deux idoles. J'avais beaucoup Buddy Holly aussi. Mhm. Tu sais, c'était vraiment... Puis aussi que ça s'est fait sur un coup de chance, parce que Richie Valens, il a toujours eu peur de l'avion. Mhm. Il avait souvent des rêves, une prémonition qu'il allait lui arriver quelque chose en avion, il ne voulait pas le prendre. Puis finalement, ce soir-là, ben, il était malade comme un chien, il avait le rhume. En tout cas, il était avec une gang qui était supposée partir en tour bus. Il y a eu un avion disponible. Ils ont comme fait un coup de chance. Puis finalement, c'est lui. Là, il Ouais. décide de dire « OK, j'y vais ». Puis crime, le destin, Ouais, le ouais. destin! C'est fou. Tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est les signes, le destin, la prémonition, le côté autochtone, la famille. Tu sais, là, je connais des répliques par cœur. Tu sais, quand Richie meurt, sa famille l'a appris en écoutant la radio. Ouais. C'est troublant, là. C'est vraiment trouvant, puis moi, ce qui me trouble à chaque fois, c'est, tu sais, on prend pour acquis un peu cette chanson-là aujourd'hui, on prend un peu pour acquis que ça existe, puis tu sais, on le décontextualise beaucoup, mais c'est vraiment, moi, pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'âge que ce gars-là avait, 17 ans, puis il avait déjà 2 ou 3 gros hits à son actif à cet âge-là, ça se voit à peu près plus, là, t'en as un par 10 ans, t'as Billie Eilish en ce moment qui a ce succès-là à 19 ans, mais je trouve ça tellement... My God, que c'est arracher quelque chose à l'humanité de mourir à 17 ans. Je comprends... J'arrive même pas à le formuler tellement ça me trouble que ça se passe comme ça. Tu sais, même Buddy Holly, qui lui aussi avait... my God, quasiment une quarantaine de succès. Lui, il en avait 22. Je veux dire, ça se peut pas que Ouais. 2 personnes sur une lancée artistique comme celle-là soient fauchées de même, là. Oui, exact. Puis ça permet aussi d'avoir un regard différent sur l'industrie du disque. Tu sais, Ouais. justement, en ce moment, il y a un documentaire qui roule là, qui s'appelle Yéyé, je pense. T'as-tu entendu? Jukebox. Jukebox, pardon, Ouais. ouais. Je suis allée le voir, Jukebox. Tu sais, c'est un film qui parle justement de l'industrie du disque dans les années 60, tu sais, au Québec. Puis Ouais. ça fonctionnait un peu de la même façon. C'est une époque où la production, c'était sans arrêt. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, tu fais un EP, tu le roules, tu mets une tune sur Internet. Mais c'est ça, ça te donne une image à quel point c'était rapide, qui sortait de la machine à hit, qu'il y avait des salles de danse, les gens voulaient danser, les gens voulaient entendre des hits. Puis là, tu te dis, wow, avoir vécu tout ça à 17 ans, je suis d'accord. Puis je trouve que ça cristallise encore plus mon obsession de Richie Valens. J'ai déjà voulu écrire une pièce de théâtre sur Richie Valens. Là, je me suis dit, bah, je sais pas si ZooFest voudrait ça. Je pense que j'ai quelque chose à régler avec ça. Puis aussi, en y repensant, ça reste un film intéressant à regarder avec ton œil d'adulte. Tu sais, on voit aussi déjà la lutte des classes, on voit la ségrégation, la fameuse belle Donna, c'est une belle blanche blonde, puis son père veut vraiment pas qu'elle fréquente Richie, tu sais, qui vient d'un autre milieu. Fait que, tu sais, mine de rien, c'est encore des sujets chauds, tu sais, dans l'actualité. Ouais. Puis, ben, justement, tu parlais de cette scène finale-là quand la famille l'apprend à la radio, mais autre, parce que bon, tu sais, évidemment, on n'a pas l'âge d'avoir connu Richie Valens, mais je me demandais, toi, dans ton cas, y a-tu une vedette qui est morte subitement, puis ça t'a profondément affecté dans ta vie? Profondément affecté.
Non. Dans le sens que j'ai pas encore versé de larmes vraiment pour une vedette. Mhm. Mais tu sais, quand Mick Jagger ou Keith Richards vont mourir, Ah. ça va m'ébranler. Ça c'est un autre niveau, c'est une autre histoire. Puis là, je m'étendre, ça serait long, mais ça me ferait de quoi? Mais sinon, c'est sûr que je me souviens vraiment bien d'où j'étais, qu'est-ce que je faisais quand Michael Jackson est mort. OK. Tu sais, parce que Michael Jackson, je veux dire, c'est marquant, là, tout le monde le connaît. Là, après ça, il est un crotté sur plein de points, mais n'empêche que je me souviens où j'étais, au même titre que je me souviens où j'étais quand Lady Di est décédée. Mais c'est pas des... Oh, là, le soleil tout gars, ça m'a peut-être marqué. Tu vois, j'y pense. J'ai pas pleuré, mais j'étais plus jeune aussi, Mhm. ça m'a choqué. Là. J'étais petite, c'était une grosse vedette qui meurt subitement, c'est pas supposé dans ma tête. Mais tu sais, j'en ai pas versé de larmes. Là. Ouais, je comprends. Oui. Euh, Si on passe à ton autre film qui reste très musical, mais là, cette fois-ci, on est totalement dans la comédie. On a parlé des films de John Candy, puis on a parlé de Jim Carrey au début, mais là, on est dans le film d'ado suprême, à mon avis, Wayne's World, de 1992, avec Penelope, voyons, réalisé par Penelope Ferris. Ça met en vedette Mike Myers, Dana Carvey, Tia Carrere et Rob Lowe. Ça raconte quoi, Wayne's World? Ben Wayne's World, là, tantôt je l'ai pas dit parce que je savais qu'on allait en parler, mais Wayne's World, je l'ai loué dans le sous-sol du club vidéo de Saint-Norbert et ça a un peu changé ma vie. Wayne's World, c'est l'histoire de deux gars qui font de la TV communautaire dans leur sous-sol, qui sont complètement caves, Ouais. mais qui trippent sa musique, qui trippent avec leur chummy, qui veulent faire des émissions niaiseuses. Puis à un moment donné, il y a un gros commanditaire qui veut leur donner de l'argent, ils sont contents, mais ça les dénature. Fait qu'en tout cas, c'est un peu ça qui se passe dans Wayne's World. Mais tu sais, Wayne's World, c'est dur de le décrire à part. On dirait que c'est tous des micro-sketchs. Ouais. D'ailleurs, c'est des personnages qui ont existé avant le film, là, à SNL, tout ça. Fait qu'on dirait que c'est plein de petits sketchs, mais tu sais, pour moi, là, quand j'ai vu ce film-là, on dirait que j'ai fait c'est exactement ce que je voudrais faire. Ou ce que je vis déjà, moi-même, avec mes amis, c'est ça. C'est genre, c'est du monde qui déconne et c'est devenu un film. Moi, je suis une fan de Mike Myers depuis ce temps-là. Là, tu sais, genre, j'ai failli écrire Austin Power et étrangement aussi, il y a le côté très musical, culturel aussi dans Austin Power et dans Wayne's World. Mais Wayne's World, je veux dire, t'as sûrement déjà vu des concours de monde qui font des répliques, là, moi, au secondaire. C'est ça. Pour moi, Wayne's World, c'est comme mon François Pérusse. OK. Tu sais, il y a du monde, là, que François Pérusse, ils connaissent toutes les répliques, tous les sketchs, tu sais, qu'il en nomme tout le temps. Ben, moi, c'est un peu ça, mais avec Wayne's World, là, la bonne vieille version doublée poche qu'on écoutait en 92, là. Ou complètement barjot, ces choses-là. Voiture! Oui, ben, tout le monde a fait ça, tu sais, Bohemian Rhapsody. Ben oui. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que même dans le Wayne's World 2, qui est quand même un petit peu moins bon, là, mais tu sais, là, il parle là-dedans d'Aerosmith, de Jim Morrison, puis ça fait vraiment toute partie. C'est ça que j'écoutais au secondaire. Tu sais, je suis une grande fan des Doors. Fait que tout ça a fait en sorte que Chris, que c'était bon, puis c'était cave. Ouais. Tu sais, là, des gags de genre, je monte tous mes commanditaires, tu sais, pendant qu'ils font leur émission, genre, ils ouvraient sa boîte de Pizza Hut, de gags de Pepsi, des gags de green screen. On est au Delaware. Ouais, on est au Delaware. J'adore ça. Je veux dire, c'est dur d'en parler autrement qu'émotivement. Ouais, puis... Ben c'est ça, tu le dis, c'est les scènes, c'est la traduction. Je pense que c'est probablement dans tous les films traduits que personnellement j'ai vu. Je pense que c'est celui que j'ai vu genre 1000 fois parce que ça passait tous les samedis matins à 10h, 11h à Musimax, là. Le samedi ou dimanche matin, t'allumais Musimax puis t'avais une chance sur deux de tomber sur Wayne's World 1 ou 2. C'était tout le temps ça qui jouait, c'était... Je trouve ça un peu formateur comme film, là, tu sais, c'est... Quand t'es ado, tu le vois, ben tu l'as dit, tu fais, ok, je peux faire ça, j'ai le droit d'être cave, j'ai le droit d'être niaiseux.
Justement, en quoi, toi, dans ton humour, ça t'inspire ce niaisage-là, ce niaiseux-là? C'est une bonne question parce que mon humour sur scène, je sais pas s'il y a tant de Wayne's World dedans. Je sais pas. Je me suis déjà fait dire toutes sortes de petits comparatifs, mais Wayne's World n'a jamais été dans le loop. Là. Je pense pas. Je sais pas, on dirait que ça m'a plus donné la liberté de faire ce qui me tente. Parce qu'on dirait vraiment que ces gars-là, c'est ça qu'ils font. C'est vraiment cave. La fin de Wayne's World 1, quand ils décident de faire plusieurs finales au film, là, sont comme le méga happy end est jouable. Genre, tabarouette! Je veux dire, ça m'a fait capoter quand j'ai dit ça. Je trouvais, j'avais jamais vu un film qui se met une cassette que genre, il y a 4 fins dedans, tu sais. Je pense que ça m'a un peu donné plus la liberté de faire une petite fierté canadienne que Mike Myers, pas un Canadien. Mais je pense pas que mon humour ressemble à Wayne's World, malheureusement. C'est peut-être pour ça que je suis encore chez nous et que je ne suis pas à SNL. T'as-tu des moments où t'as eu l'impression d'être dans Wayne's World, que ce soit avec des amis ou des cousins, que tu fais juste te promener en char en écoutant probablement Bohemian Rhapsody puis en la chantant? T'as-tu des moments où t'as fait « Ok, là, je suis en train de vivre mon petit moment Wayne's World, que ce soit à l'école de l'humour, que ce soit n'importe où? » Ben, je pense que j'en ai quand même vécu plusieurs, particulièrement au secondaire et au cégep. Au secondaire, je me tenais pas mal avec une gang de gars tripeux de musique, là. On écoutait pas mal la même affaire, un peu du old rock, puis on se promenait en char. J'avais un de mes amis qui avait un char. Toutes les portières étaient des couleurs différentes. Parce que, genre, c'était un char de la scrap, là. Puis on avait un de nos amis qui travaillait au McDo. Fait que là, après son chiffre, on était tous dans le char, on allait le chercher. Puis on écoutait de la musique vraiment forte, puis on criait des âneries à travers les fenêtres, là. On criait « Va te faire couper les cheveux le pouilleux » à tout le monde, là. Mais tu sais, genre, toutes sortes de niaiseries de même, là. Tu sais, des chars ben en boucan. Puis c'est pas mal, je pense... mon époque Wayne's World, là, au secondaire, puis aussi au cégep, là, ça a continué, puis même moi, encore, des fois, toute seule dans mon char, c'est beaucoup dans le char que ça se passe. Par rapport à ce que t'écoutes, tu sais, c'est des moments où je me sens Wayne's World-ness. Ouais. Mais sinon, il y a une journée dans la vie qui est magique, c'est il y a quelques années, Mike Myers, il venait animer un gala juste pour rire. Oui. Je me suis ruée sur acheter des billets. Et finalement, le même soir, j'étais moi-même en spectacle à la même heure pour le festival. Fait que j'ai eu un rendez-vous raté avec Mike Myers, mais je me disais, si à 15 ans, on m'avait dit hey, un jour, tu vas avoir des billets pour aller voir Mike Myers, mais tu pourras pas parce que toi aussi, tu vas être en spectacle dans le même festival à la même heure. Je pense que j'y aurais jamais cru. Puis, ben, je trouve que ça reste quand même une belle anecdote, là. Ben, complètement. Puis c'est vrai que c'est un rendez-vous manqué, mais comme tu le dis, tu sais, c'est que tu fais la même chose que lui à ce moment-là, fait que... Ah non, c'est super beau. C'est magnifique comme moment à vivre, là. Tu sais, tu dis, ben, lui, il est à quelques dizaines de mètres de moi, puis c'est ça, on fait le même métier, fait que... Ah non, c'est ça très cool. C'est vraiment quelque chose qui m'avait touché, puis je me retiens à chaque année de pas m'acheter une casquette écrit Wayne's World dessus, parce que je me dis, calme-toi, t'es rendu à 34 ans, ça te va pas bien une casquette, mais tu sais, j'ai envie d'avoir du merch, là, puis tu sais, quand je vois Illinois quelque part, je pense à Aurora, Illinois. Aurora, Illinois. Mais je te dirais, retiens-toi pas de l'acheter, là, tu peux te le permettre, Un de mes amis au cégep avait une casquette, puis là, ça remonte à il y a une douzaine, 13 d'années, mais il y avait une casquette Wayne's World, il avait les cheveux longs jusqu'aux épaules, noirs. Il ressemblait à Wayne, puis il se prenait toujours avec sa casquette, j'étais comme... J'adore. Tu gagnes la vie. Genre, t'as même pas besoin de faire un costume d'Halloween, tu l'as, tu sais. Oui, puis moi, là, je vais dire quelque chose de vraiment bizarre, là, mais... moi, il y a eu une période dans la vie, hey, là, j'ai comme honte, mais je me faisais dire que je ressemblais à Austin Power. OK. Parce que j'avais des grosses lunettes carrées, comme lui. Puis
Puis j'avais les cheveux frisés, mais quand même pas mal plus courts, là. J'avais vraiment une coupe un peu 70s. OK. J'écoutais de la musique vraiment rétro. Je pense que dans mon look aussi, c'était un peu ça. Tu sais, j'ai pas les plus belles dents du monde, en tout cas. Je sais pas comment dire ça, mais il y a eu une période où je me suis fait dire que je ressemblais à Austin Powers. Puis, étant donné que j'ai beaucoup d'amour pour lui, pour le personnage et pour Mike, ça m'a jamais brimé. Voilà. J'ai toujours été en paix, puis je me dis, wow, j'y ressemble un peu. Justement, si on peut faire une petite parenthèse, qu'est-ce qui te marque autant aussi avec Austin Powers? Austin Powers, ce qui est hot au-delà des gags, la musique, le visuel est incroyable, c'est tellement beau, les costumes, la recherche de décors. J'adore les costumes, les décors, ces affaires-là, le vêtement, j'aime vraiment ça. Puis, en fait, c'est que c'est un super-héros ordinaire. C'est ça que j'aime. C'est il est laid, il est magané, il est déconnecté de la vraie vie, mais Chris, les filles sont en pamoison dessus, ils arrêtent les méchants. Tu sais, au-delà de toutes les gags, c'est ça que j'aime, c'est que Austin Powers, c'est un esti croche, mais c'est un héros ordinaire. Je trouve qu'on peut tous se retrouver là-dedans. Puis, ben, sinon, ce qui m'a marqué, c'est ça. J'ai vraiment ri, mini-moi, c'est incroyable. Aussi, la performance d'acteur, là. Tu sais, Mike Myers joue plusieurs des personnages. Ça, c'est malade, là. Moi, je trouvais que c'était un tour de force vraiment bon. Oui. Tu sais, il y a des bons gags dans Austin Powers. Le 1, là, surtout, là. Comme mon préf, là, il y a vraiment des bons gags, de la bonne musique, puis je sais pas, c'est de l'humour facile. On dirait que quand je m'assois devant la TV, voilà, je vais être divertie. Austin Powers, là, il n'y a rien à comprendre de message ou quoi que ce soit, là, c'est du fun, ça marche. Mais tu sais, je trouve que c'est vrai que c'est, entre guillemets, facile, mais se mettre à écrire Austin Powers, ça doit être l'affaire la plus difficile au monde, là. Ouais, tellement. Il y a tellement de mécanique dans ces films-là, il y a tellement de petits détails partout, puis tout est écrit, j'ai l'impression, à la virgule. Genre, j'ai pas l'impression que c'est des films qui ont beaucoup d'improvisation. Austin Powers, comparativement à beaucoup de films avec Will Ferrell, mettons que c'est beaucoup plus de l'impro, mais là, c'est tellement calculé, puis oui, c'est gros, oui, c'est niaiseux, mais c'est ça, ben, comme tu dis, il y a une maîtrise à tous les niveaux, là, au niveau de la réalisation, au niveau des décors, des costumes, de la recherche de... Tu sais, ça, de la mise en scène, des déplacements, tout est vraiment bien placé, mais c'est vraiment surtout dans le premier, puis un peu le deuxième. Le troisième, ça se perd un peu, là, mais... Mais tu sais, il y a tellement de gags visuels, il y a des tu sais, au-delà du... Tu sais, mettons, il y a un gag qui se passe, là, mettons, je sais pas, Austin Powers dit un gag, mais en arrière, il y a d'autres gags qui se passent. Tu sais, c'est comme toujours plusieurs niveaux, plusieurs affaires. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. La première fois que j'ai vu Austin Powers, là, ça correspondait vraiment à mon époque aussi psychédélique, là, avoir envie d'essayer des affaires. Je trouvais ça fantastique et on point. Ouais. Juste ajuster mon micro un peu, ça, je vais le couper, évidemment. C'est correct. Hey, tu me dis si je parle trop. C'est parfait. Moi, c'est ça que je veux. Les gens se livrent, puis tu le fais sans filet, fait que j'adore ça. Écoute, j'ai jamais osé écrire sur Tinder que je ressemblais à Austin Powers, mais j'ai dit sur ton podcast. Yes! Des confidences. Yes. Donc, ton troisième film maintenant, c'est... on reste dans une genre de comédie. C'est une comédie très sombre qui, là, c'est vraiment pas dans la facilité, entre guillemets. C'est The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese qui est fait en 2013. Qui cette fois-ci met en vedette Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie qu'on a découverte dans ce film-là. Matthew McConaughey qu'on a découvert qui pouvait être un excellent acteur et voler une scène à lui tout seul alors que Leonardo DiCaprio est dans la pièce. Qu'est-ce que ça raconte, encore une fois, The Wolf of Wall Street? Ben, le loup de Wall Street, ben, premièrement, moi j'appelle toujours ça le loup de Wall Street. Oui. Je le dis toujours de cette façon-là, le loup de Wall Street. Fait que le loup de Wall Street, ce que ça raconte, c'est un gars qui a réussi à faire fortune en utilisant les délits d'initiés, si on veut, à la bourse. Puis
c'est ça, il s'est construit une vie extraordinaire sur tout du faux, des mensonges. Après ça, il y a du monde qui l'ont vu le poursuivre, la police, machin. Mais tu sais, c'était un personnage plus grand que nature, qui existait d'ailleurs. Puis là, ben, dans le film, c'est ça, tu vois son ascension. Tu vois, à ses débuts, que ça n'a pas bien été. Puis après ça, il a utilisé ce qu'il avait appris pour aller en bourse, pour créer toute la grosse machine. Puis là, tu vois son ascension qui est vraiment sex, drogue and rock'n'roll, parce qu'il y a tellement d'argent, puis c'est l'opulence, puis après ça, les spams, n'importe quoi, les dépenses. Puis ben après ça, t'assistes aussi au fait que ben là, il va se faire pogner, il va tout perdre, mais que finalement, il y a eu une rédemption, cet homme-là, là, dans la vraie vie, parce que il a fait très peu de prison, puis il a commencé à donner des conférences partout dans le monde là, sur ses connaissances. Fait que tu sais, il y a quand même eu c'est ça. C'est un escroc avec une très grosse rédemption. Ouais. Il y a un côté... je viens juste de faire le lien dans ma tête, là, fait que peut-être que c'est vraiment boiteux comme lien, mais il y a un côté Austin Powers à Jordan Belfort dans l'excès, dans vouloir toujours plus, dans vouloir des femmes, dans vouloir... Tu sais, il prend tout le temps de la drogue, il est tout le temps en train d'essayer des nouvelles expériences. C'est un gars qui pogne, mais c'est lui-même une sorte de loser en quelque part. Oui, oui, tout à fait. Puis, écoute, là, je me lance dans les confidences. Guy, écoute, on est là pour ça. On est là pour ça. Moi, là, j'ai vu ce film-là, pas en 2013, là. Je l'ai vu, je sais pas, je pense en 2016, quelque chose de même. Mais, je l'ai vu un été où j'allais pas bien. OK. J'allais pas bien, j'ai vu ce film-là, et là, ça m'a donné un flash. Puis pendant un été de temps, j'ai voulu devenir le loup de Wall Street. J'arrêtais pas. À cette époque-là, je travaillais dans une boutique de vêtements comme Sideline. Puis j'arrêtais pas d'en parler à mes copines qui étaient comme, mais complètement folle. Mais j'ai vraiment eu le goût de la criminalité. Parce que là, j'étais genre... Pour moi, ça me paraissait la solution. J'étais genre, Josiane, crosse le monde, fais de la merde. Et plein d'argent, fais la grosse vie pendant 6-7 ans, là. Genre, achète-toi des gâteaux, fais-toi venir des beaux gars, prendre de la coke, beaucoup de coke, mange des gâteaux, fais des voyages, tu sais, genre, j'étais genre, puis là, après ça, oui, tu vas te faire pogner, mais tu sais, tu vas peut-être faire de la prison 6 ans, mais c'est 8 ans de vie de délai pour 6 ans d'emprisonnement au Québec, ou pas. Puis après ça, ben, je donnerais des conférences comme lui, tu sais, c'était devenu mon objectif, devenir le loup de Wall Street. Fait que là, ben, c'est là que j'ai fait certaines expérimentations, puis je suis tombée à vouloir devenir, je voulais devenir le loup de Wall Street. Dans des sombres toilettes de bars crades sur Ontario, je me disais, je pourrais me faire des contacts, ça. Et la vie, je pense qu'elle est, je suis tellement... je sais pas comment dire, je suis tellement moi-même que ce n'est pas arrivé. La criminalité ne voulait pas de moi. Puis j'avais beau vouloir essayer de prendre de la coke tout, c'est pas une bonne affaire pour moi. Fait que, je n'ai toujours pas de bateau puis de trucs fous de même. Mais ça m'a marqué beaucoup pour ça. C'est devenu un exutoire le temps d'un été. J'arrêtais pas de parler du loup de Wall Street. J'étais tout le temps, quelqu'un me disait qu'est-ce que tu fais à soir, puis j'étais genre, qu'est-ce que serait le loup de Wall Street? mais je veux juste te dire que je consulte là aussi. mais j'ai aimé le film parce que, ben, tu sais, ça, encore une fois, je fais un lien avec la Bamba, tu sais, c'est une existence incroyable. C'est un destin de feu. Les destins incroyables, ça m'impressionne. Tu sais, ça aussi, c'est une biopic. Tu sais, je trouve ça fou. Tu sais, moi, des fois, je me dis, mon existence, elle est moche. Elle est tellement convenue, tu sais, que ça m'impressionne de voir le destin des autres. Puis aussi, dans ce film-là, c'est la première fois que j'ai pris conscience que Leonardo DiCaprio pouvait être un acteur drôle. Oui, il est très drôle. Ah! La scène où il est gelé, là, puis il essaye de débarquer du char, embarquer du char, je sais plus. Hey, pour vrai, ça, c'est malade, là. Allez voir ça sur YouTube. La scène est isolée à quelque part, là, on peut la voir. C'est tellement bon, là. J'étais quel bon acteur. Oui, puis il y a vraiment une gymnastique faciale qui se rapproche de Jim Carrey, qui se rapproche des meilleurs qui sont capables
de déformer leur face pour avoir l'air laid, pour avoir l'air d'une gang de monstres. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais ouais, c'est ça, tu sais, il est comme... T'as l'impression que sa mâchoire va finir par avaler son front, là, tellement il est comme... Oui, c'est Il bien est plus dit. là. Mais c'est vraiment, moi, je l'avais jamais vu comme ça, là, Leonardo. Ouais. Puis il m'a vraiment acheté sur le cul. Puis je pense que mon regard sur lui s'est transformé à partir de ce moment-là. À partir du Loup de Wall Street, on dirait que j'ai vu un nouvel acteur. Je pense que ce que j'avais en tête avant, c'était plus de Léo, de Titanic, de Roméo et Juliette, tu sais. Là, ben, c'est comme, je trouve que, pour moi, dans ma tête, il a explosé. Je l'ai tellement trouvé bon. Puis, ben, j'aime aussi que ce soit, je me rends compte, là, que, ouais, j'aime ça, le petit côté histoire vraie. Tu sais, genre, c'est lui, dans le film, c'est le Loup de Wall Street qui a fait rentrer les chaussures Steve Madden à la bourse. Puis, j'en ai, moi, des chaussures Steve Madden. Fait que À là, cause j'étais du genre, film ou avant le film? Pardon? À cause du film ou avant le film? Non, avant le film. Là, j'étais genre, oh my god, tu sais, on dirait que ça donnait du tangible, du concret. Ouais, je pense vraiment que les trucs d'histoire vraie, souvent, je les écoute le soir. Puis à mon réveil, le lendemain matin, j'y repense. Parce que c'est pas une fiction. Ouais. Je me dis, c'est réel, tu sais, puis je me pose beaucoup de questions. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir y parler au vrai loup de Wall Street, tu sais. Ouais. Savoir sa vraie introspection, ça me mystifie un peu, ce type de personne-là. Au même titre qu'écouter un film sur l'ascension de l'Everest. Ouais, ouais, Histoire me rend malade. Tu sais, je suis trop empathique, ça me rend folle, qu'est-ce qui arrive là-dedans. Puis là, le lendemain matin, j'y pense, il est mort en montagne, ça n'a pas d'allure. Les histoires vraies, souvent, vont m'habiter longtemps. Mm-hmm. Mais là, je veux savoir si tu avais dépassé le level open micer de la criminalité. T'aurais fait quoi avec autant d'argent? Ben, pour vrai, je pense que j'aurais essayé de faire de la drogue dans les champs agricoles. Parce que ça, j'aurait été plus facile pour moi. Mais je sais pas, tu sais, je connais une couple de spots où il y a des motards. Je pense que je serais allée les voir. J'aurais essayé de rentrer, tu sais, j'aurais essayé de rentrer dans je sais pas comment on dit ça, là, dans spreader de la drogue, là, vendre de la drogue. Ouais. J'aurais voulu devenir un genre de caïd. Puis dans une autre vie, j'ai toujours rêvé aussi d'être tenancière d'un bordel, genre époque Far West. Fait que, misère, j'ai envie des affaires pour Mais, tu sais, je pense que j'aurais fait ça, ben de la drogue. J'aurais créé un genre de bordel de luxe où, tu sais, tout le monde aurait été habillé Far West un peu. Puis moi, je serais toujours au deuxième étage avec un scotch on the rocks, avec une longue cigarette, un peignoir ouvert, un corset qui me remontait les boules dans la gorge. Là, je gérais les affaires, les deals de drogue, tout. Puis les week-ends, j'irais aux îles Coco, à Fidji. Tu sais, je me ferais faire des tatous un peu louches, ça croupe en disant ça c'est quand j'ai vécu telle affaire au Bahamas. Puis j'irais voir des concerts, je serais backstage. Là, je pourrais dire que je vends de la drogue à YPF Jean. Des affaires de même. Tout ça avec ton lapin, évidemment. Tout ça avec ta lapine. Tout le temps, Rosie, qui aurait donné 2 petits revolvers. Non, mais Rosie est tellement parfaite, là. Peut-être que j'aurais appelé mon bordel chez Rosie. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Ouais, ça peut aller bien loin, l'impact d'un film dans ma tête. On le voit, là. On remarque ça. Mais en tout cas, le Loup de Wall Street, ça a tellement été marquant dans un certain de mes groupes d'amis que, c'est ça, on en reparle souvent. Tu sais, là, je suis plus dans ma phase Loup de Wall Street, mais des fois, je suis genre, tu sais, je me plains que la vie est poche, je sais pas trop, puis là, ils sont comme, et là, tu vas-tu retomber dans ta passe le Loup de Wall Street? Fait que, tu sais, c'est jamais loin, là, mais sinon, c'est un très bon film, là. Moi, je suis pas bonne pour écouter des films, là. Souvent, tu sais, il faut que j'aille faire quelque chose, tu sais, je suis pas attentive tout le long. Des fois, je trouve ça long, là. C'est ça, je sais pas comment le dire, là. Je suis peut-être un peu hyperactive quand j'écoute un film. Mais le Loup de Wall Street, j'ai vraiment été à l'affût tout le long. Génial. Écoute, là-dessus, on va faire une petite pause. Puis au retour, ben, on va continuer dans le strass, la paillette et l'opulence et le DiCaprio, mais cette fois-ci avec un film vraiment de mauvais goût qui est The Great Gatsby.
Puis on va terminer ça dans le doux, puis quand l'épisode va sortir, l'Halloween va être passé, mais ça fera pas très longtemps, donc on va rester dans la thématique Halloweenesque avec Hocus Pocus. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de film avec mon invité Josiane Aubuchon, avec qui en première partie on a eu beaucoup de plaisir à parler des films La Bamba, Wayne's World et Le Loup de Wall Street. Faut le prononcer comme ça dorénavant. Il y a comme une loi qui a été passée pendant la pause. Alors tenez-vous là pour dit. Maintenant, le film que t'as pas aimé, ton film détesté, c'est The Great Gatsby 2013, la même année que Le Loup de Wall Street, de Baz Luhrmann, à qui on doit aussi Roméo et Juliette et Moulin Rouge. Moulin Rouge qui est un film que j'affectionne particulièrement, mais là The Great Gatsby, on y reviendra, mais bon, c'est basé sur le roman de F. Scott Fitzgerald, qui met aussi en vedette Leonardo DiCaprio dans un rôle de personnage un peu semblable, là, de gars qui a fait une fortune puis qui est multimillionnaire cette fois-ci dans les années 20, dans les années folles aux États-Unis. Ça met aussi en vedette Tobey Maguire et Carey Mulligan. J'aimerais que tu me dises ce que ça raconte parce que j'ai jamais réussi à le finir, ce film-là. Oh, tout Jésus! Hey, je l'ai fini en faisant plein d'autres affaires à côté. C'est tellement pas bon. Écoute, pour vrai, ça m'a fâché, ce film-là. Ça m'a fâché. C'est vraiment mauvais. Visuellement, c'est vraiment beau, là. Baz Luhrmann fait de la belle job, là, tu sais. Mm-hmm. Mais, écoute, l'histoire, c'est un gars qui a fait... Non, mettons que dans la chronologie, c'est bien simple. C'est un gars qui, pendant la guerre, rencontre une femme. C'est un gros coup de foudre, ils sont en amour. Lui, il dit, après la guerre, je vais prendre le temps de devenir quelqu'un de bien, de fort, de fortuné. Puis là, après ça, je vais te contacter, puis on va se marier, puis ça va être extraordinaire. Fait que là, la guerre finit, puis lui, il commence à travailler pour se monter une affaire prospère, devenir vraiment riche, mais entre-temps, il se rend compte que seulement 8 mois après la guerre, la dite femme sur qui il trippait s'est mariée, il est détruit. Fait que là, il vit sans cesse dans l'espoir de retrouver cette femme-là. Puis là, il s'est fait construire un immense genre château manoir où il fait des fêtes incroyables, que tout le monde va. Puis ça reste un homme mystérieux, personne ne le connaît. Puis là, à un moment donné, il y a un voisin. Puis là, le voisin, ça se trouve à être le cousin de la femme qu'il aimait. Puis là, il l'invite chez eux. Là, c'est plate. Puis là, ce gars-là, il est joué par Tobey Maguire. Puis là, Tobey Maguire, lui, il est fasciné par le personnage de Gatsby parce qu'il est donc mystérieux, il est riche, puis là, c'est un être d'espoir. Fait que là, Tobey Maguire va essayer de faire ramener la cousine avec. Mais là, ça ne marchera pas parce que la cousine, elle a un mari, puis ce mari-là, il sort avec une femme de bas de ville ailleurs qui trompe son mari. C'est plate, là. Il y a un genre de chassé-croisé amoureux de cul. Pas de cul, pas dans le sens érotique, là. Mm-hmm. Dans le sens, tu sais que c'est à chier, là, de cul, de oui. Là. Ah, c'est pas bon, tu sais, je sais même plus. Tu sais, il y a comme plein de petits éléments, là, c'est plate, là. Je sais pas trop comment te résumer ça, mais à la fin, ça finit, là. Que ça marche pas. Tu sais, Gatsby, il finit par être accusé de meurtre de la blonde du mari de la fille sur qui il trippait. Puis cette fille-là est partie avec son dit mari ailleurs. Puis là, lui, il est toujours bien, il finit par se faire enterrer. Puis là, il se fait exposer dans son salon au funérailles. Puis il n'y a pas personne qui y va. Puis là, Tobey Maguire, il est bien triste de ça parce que tout le monde venait à tes fêtes. Puis c'est plate. Puis tu sais, tout le long, le film, il commence, c'est Tobey Maguire qui est dans un bureau de psychologue, genre, puis qui parle qu'il a rencontré un homme incroyable qui l'a marqué, étant Gatsby. Mm-hmm.
t'embarques dans l'histoire, tout le long, t'es comme, mais pourquoi cet homme-là s'est marqué? C'est plate à mort. Et là, Tobey Maguire, t'es donc bien comme impressionnant. Viens chez nous, on va te faire une grosse tarte. Tu vas être impressionné, il t'en reviendra pas. Là, je suis genre, Tobey Maguire, son personnage, j'avais jamais rien vu, même des histoires d'amour, là. Il peut y en avoir des bien meilleurs que ça. J'ai tellement trouvé ça plate, Guy, ça m'a fâché. Ah oui, puis aussi, il est pas mort ordinaire, là, Gatsby, là, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par un coup de balle. Fait que, dans une piscine, le téléphone sonne, il se lève de la piscine pour aller répondre, il pense que c'est sa chicks, là, qui aimait depuis la guerre, qui l'appelait. Au moment où il s'est levé de la piscine, il s'est fait gonner. Il s'est fait gonner par qui? Je m'en rappelle même plus. il est juste mort. Mais, moi, là, tu sais, le film The Great Gatsby, là, tu vois tout le côté, encore une fois, les décors, les costumes. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps dans le textile, fait qu'il y a comme quelque chose qui me fait triper de voir ça. Il est vraiment beau, puis là, je sais pas, tu te dis, ça va être bon, cette affaire-là. Non. Puis j'avais jamais lu le livre. Peut-être que le livre est bon ou pas bon, je sais pas. Mais quand tu parles d'une petite déception d'un samedi soir de pandémie, tu te dis, ils vont me faire plaisir, ils vont m'écouter ce film-là. Non. Ça t'enfonce dans la haine. Ouais, puis pourquoi j'arrive jamais à le finir, c'est que pour moi, ce film-là, branche-toi si tu veux être un film ou un club. Oui. Oui. C'est juste de la grosse musique qui est popée à 250. C'est comme, mais je comprends rien de ce qui se dit parce que la musique est juste trop là, puis c'est juste du gros beat tout le long de... Tu sais, c'est comme de la musique de Jay-Z, puis ça me dérange pas d'avoir un film qui se passe dans les années 20 où est-ce que t'as du rap, que tu sais, on va faire des anachronismes comme ceux-là, ça me dérange pas, mais essaye de les inclure d'une façon moins évidente, je sais pas. Tu sais, comme si vraiment tout le monde allait danser sur du Beyoncé dans un manoir à Nantucket Island. Je suis comme, non. C'est ça, puis c'est toutes les tunes qu'ils ont pris, c'est genre justement du Beyoncé, toute version un peu électro-Charleston avec des lyrics, là, je sais pas comment on appelle ça, des featuring de rap. C'est comme vraiment violent. C'est fort, c'est non-stop. Il y a vraiment pas grand-chose de bon dans ce film-là. Et j'ai trouvé l'actrice qui fait la dite femme là, sur laquelle Leonardo, Great Gatsby tripe dessus. Je l'ai pas aimée. J'étais genre, voyons, j'aurais pas choisi cette face-là. Ça me revenait pas comme ce choix d'actrice-là. Puis j'ai détesté le personnage de Tobey Maguire. Vraiment, là, le gars qui tombe en pamoison de Gatsby, je suis genre, t'as jamais rien vu. C'est plate. Comme t'as dit, peut-être qu'il faire une tarte, il aurait suivi il serait pas rentré dans ce milieu-là, puis il aurait choisi le milieu culinaire des tartes. Mais peut-être! Genre, il serait peut-être aujourd'hui assistant de Ricardo, on sait pas. mais tu sais, pour vrai, je me rends compte que je suis pas outillée pour te donner tous les bons arguments qui pourraient expliquer à quel point le film est mauvais. On dirait que je suis comme une enfant puis j'ai juste le goût de dire « Ça chie! » Mais pour vrai, il est disponible sur Netflix, fait que les gens qui ont Netflix, parmi les auditeurs, regardez 10 minutes puis ça va être clair pourquoi ce film-là, c'est juste éreintant du début à la fin. Je me sentais comme un... Pour vrai, chaque fois que j'essaie de le regarder, je me sens comme un diabétique qui est forcé d'aller chez Willy Wonka tellement je suis comme... C'est trop, là. J'ai l'impression que je vais mourir de ce trop plein d'excès-là. Oui. Mais, par contre, Ricardo le magnifique, c'est ça, c'est Gatsby le magnifique en français? The Great Gatsby? The Great Ricardo, je veux voir cette version-là. Où Tobey Maguire est fasciné par les objets de Ricardo. Tu sais, il va dans un magasin puis comme quoi? Un pile patate de Ricardo, mais il doit être magnifique cet homme! Ça serait tellement bon! Puis là, imagine quand Tobey Maguire va découvrir que Ricardo a une émission au Canada anglais, il va comme wow! Wow! Il va en plus, il y a une chose que je veux dire, c'est que
moi aussi, je suis une fan de Moulin Rouge. J'ai vraiment aimé ce film-là. Il a failli être sur ma liste. Je réfléchissais. Ouais. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que le Tobey Maguire, au final, on se rend compte que quand il est chez son petit, il écrit ses mémoires, puis là, à la fin, il écrit le titre The Great Gatsby, c'est son livre, puis là, le livre est fini. T'sais. Puis dans Moulin Rouge, le personnage de Ewan McGregor, je sais pas comment le dire, là, lui, le chum de Satine, c'est ça qu'il fait, lui, tout. Il écrit ses mémoires au début puis à la fin. Je suis comme, il base. T'as-tu besoin d'un petit brainstorm? Je suis disponible, c'est un autre monde. Appelle-moi, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça aussi, ça m'a un petit peu dérangé. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Ton dernier film maintenant, qui est ton plaisir coupable, mais j'ai l'impression que c'est totalement assumé, c'est Hocus Pocus de Kenny Ortega, qui a fait en 1993, qui met en vedette Bette Midler, surtout Bette Midler, mais aussi Sarah Jessica Parker, bien avant qu'elle fasse Sex and the City. Kathy Najimy, qui est une autre des sorcières du film, qui, elle, on a vu dans Rock'n'None, qui est aussi un plaisir coupable personnel en ce qui me concerne. Et Thora Birch, qui a joué dans American Beauty. C'est quoi Hocus Pocus? Oh, Hocus Pocus, c'est tellement bon. C'est un film que j'ai vu la première fois quand j'étais au primaire. C'est qui m'a suivi depuis. Dans le temps, au primaire, c'est en français doublé. Ça s'appelait Abracadabra. Oui. Puis, dans le fond, ça se passe dans le petit village de Salem. Inévitablement, c'est un film d'Halloween. Puis, dans le fond, on suit un petit garçon qui vient, je me rappelle plus de où, là, genre de LA ou de la Californie. Ses parents viennent de déménager dans le petit village de Salem, puis ils viennent déménager là, dans la période d'Halloween. Puis il y a vraiment de la misère à se faire des amis, puis il trouve que c'est débile, les histoires de sorcières dans le village, il est trop cave de croire à ça, tu sais. Puis là, tout le monde le niaise à cause de ça, parce que les gens de Salem, ils sont fiers. Puis il se met à triper sur une fille, puis cette fille-là, ça se révèle être la fille de la tenancière du musée des sorcières de Salem. Puis bon, une chose, une autre, la soirée de l'Halloween, il va chercher des bonbons avec sa petite sœur, puis il se retrouve à aller chez cette fille-là. Et la fille décide de dire « Hey, je vais te faire visiter le musée des sœurs Sanderson, qui sont les sorcières de Salem. » Puis, quand elle arrive au musée, il y a une prédiction, il y avait comme un adage qui disait que les sorcières allait un jour revenir sur Terre lorsqu'un puceau allait oser allumer la chandelle à la flamme noire. Oui. Et le personnage que l'on suit, le jeune de la Californie qui a déménagé à Salem, est un jeune puceau qui décide d'allumer la bougie à la flamme noire. Tiens donc. Et voilà. Et là, à ce moment-là, les sorcières reviennent. Et là, c'est comme, les sorcières sont incroyables, là. Sont tellement bonnes. Là. C'est toutes les actrices qui étaient nommées tantôt, Sarah Jessica Parker, Bette Midler, tout ça. Et là, dans le fond, on s'ensuit une espèce de chasse à l'homme. Dans le fond, les sorcières veulent capturer les enfants parce que les autres, ce qu'elles font, c'est qu'elles sucent la jeunesse de ces enfants-là pour rester belles et immortelles. Fait qu'elles veulent absolument capturer les enfants, puis il y a la petite sœur du gars, puis ta. Fait que ça, en grosso modo, là, c'est ça. C'est 3 sorcières un peu folles, avec des costumes incroyables, qui courent après des enfants dans une ville pendant la fête de l'Halloween. Puis il y a plein de moments, tellement de beaux moments, parce que je pense qu'un des moments que tout le monde se souvient, c'est quand les sorcières, elles s'introduisent dans un party d'adultes. Dans le fond, les enfants, ils sont allés au party d'adultes pour avertir leurs parents. « Oh mon Dieu, on se fait courir après par des sorcières! » Puis là, les sorcières sont rentrées dans le même party. Puis pour pas qu'elles se fassent comme arrêter ou quoi que ce soit, ils décident de faire « Non, nous autres, on est déguisés, on est des sorcières, on va vous faire un show. » Puis là, Bette Midler chante « I put a spell on you » sur scène. Ah! C'est une chanson que j'adore, là, à la base, là, de CCR pis ça, qui est beaucoup plus cochonne. Là, dans Abracadabra, Hocus Pocus, c'est vraiment plus « Je t'ai lancé un sort » puis c'est ça qui arrive. Elle lance un sort sur la ville. Mais c'est vraiment un bon film. Moi, là, j'ai genre 4 t-shirts du squad d'Hocus Pocus que je porte à l'année. Si j'étais une sorcière, je serais clairement une sorcière comme elle. Tu sais,
peu conne, puis maladroite. Puis en plus, c'est bien fait, là, c'est un film pour enfants, fait que c'est vraiment les clichés, tu sais, la sorcière un peu chub, c'est la sorcière drôle et maladroite, Bette Midler, tu sais, elle est plus impressionnante, puis c'est elle qui décide, puis ils sont tous un peu croches. Sarah Jessica Parker, c'est la petite cervelée blonde. Ouais, l'espèce de jeune ingénu. Ouais, exactement. Toujours dépassé, là, ouais. Mais tu sais, c'est tellement un bon film, puis là, j'essaie de pas l'écouter 12 fois pendant le mois d'octobre. J'essaie toujours de choisir une bonne date là, pour l'écouter, là, un bon moment où je vais être rassasiée. Puis depuis des années, il y a des rumeurs qu'il va y avoir un 2. Il est annoncé cette semaine, le 2. Exact. Et là, je l'ai vu, moi aussi, en 2021. Ouais. Aucune idée si ça va être bon, mais je vais être là. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce classique du cinéma d'Halloween qui, quand j'étais petite, c'était vraiment rare des films d'Halloween qui n'étaient pas d'horreur. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'était une option le fun, je trouve, pour faire une soirée cinéma d'Halloween avec tes enfants sans mettre je sais pas, moi, Chucky, là, tu sais. Ouais. Puis c'est d'autant plus fou parce que, bon, à cause de la pandémie, il n'y a pas de nouveaux films qui sortent au cinéma. Et Hocus Pocus, en ce moment, au moment où on enregistre, est en 2e position du box-office américain des films qui font le plus d'argent en ce moment. C'est-tu vrai? Ouais, c'est vrai. Ben voyons donc! T'as le film de Christopher Nolan, Tenet. Ouais. Juste après, t'as Hocus Pocus, qui est le film le plus populaire au cinéma en ce moment. C'est un film qui est fait en 93, ça n'a pas de sens, là. C'est vraiment cool que ce film-là soit revisité et que les gens le redécouvrent, là. Oui, moi, je pense qu'en tout cas, je trouve qu'il a bien vieilli, là. Pour vrai, maintenant, j'ai 6 neveux et nièces autour de moi, puis je trouve que c'est un super film pour eux autres aussi. Ouais. Je trouve qu'il vieillit bien. Tu sais, je l'ai pas dit, mais le film, il rouvre sur quand les sorcières étaient vivantes à l'époque de Salem, les sorcières de Salem, là, je sais plus trop en quelle année, je pense que c'est en 14, 15 ans, là, dans ces années-là. Puis on les voit, puis là, dans le fond, il avait capturé, justement, il avait capturé une petite fille, puis là, les villageois, ils ont fini par les pendre, puis ça. Mais les sorcières de Salem, moi, ça m'a toujours intéressée aussi. Là, j'aime tout le paranormal dans la vie, l'ésotérisme. Là. Je trouve ça mystérieux. Fait que je trouve que c'est une belle initiation à découvrir quelque chose qui a existé pour vrai. Là, que sorcière ou non, il y a toujours eu des procès pour sorcellerie avec genre des vingtaines de femmes qui se faisaient pendre. Là. C'est terrible là, quand même ce qui s'est passé à Salem. T'es-tu déjà allé à Salem? Non, mais j'aimerais vraiment ça. C'est une très belle ville, c'est très cool y aller. Je suis allé une fois il y a 2-3 ans à peu près. C'est vraiment une place le fun. Tu sens qu'il y a une ambiance de sorcière à l'année longue, là. Même si, tu sais, je suis allé autour de la... c'était en février ou mars, là, il y a 3 ans. Puis, ouais, tu sens qu'il y a une ambiance qui reste de... Il y a un devoir de mémoire envers les sorcières qui est fait, puis si tu tripes sur l'ésotérisme, sur la sorcellerie, t'as plein de boutiques de produits de sorcellerie, certains un peu bidons, puis d'autres qui s'y croient un petit peu plus là-dedans. Moi, je suis plus de l'étape... je me fais raconter des histoires. Je n'achète pas de baguettes et d'enfants de prix. Mais tu sais, moi, je suis vraiment la fille lourde que quand je voyage, je lis les cartels d'informations. Là. Ah, ben, tu vas triper. C'est ça. Si je vais à Salem, là, je vais lire beaucoup de cartons, je vais aller au musée, je vais m'acheter des chandails, genre, je suis allée à Salem, je suis ce genre-là. Puis, ben, c'est ça, là, on se parle aujourd'hui, puis l'Halloween n'est pas encore arrivé, là, mais c'est vraiment tout bientôt. Ouais. Fait que je trouve ça cool. Je rêve vraiment. Là, je sais que l'épisode va être sorti après l'Halloween, mais je le dis. J'aimerais ça qu'un jour, il y ait une maquilleuse qui a rien à faire puis qui me fasse un makeover, qu'on filme tout, qu'on drop sur Internet de moi en sorcière de Salem, en Bette Midler, en fait. Je voudrais vraiment... Ça le ferait en plus. Je suis sûr que t'as des traits qui ressemblent à Bette Midler. Fait que je suis sûr que ça marcherait. Là, on te mettrait une espèce de dentier de dents de 12 pouces, là, mais ça marcherait. Des grosses dents, on ferait mes cheveux roux, ma petite bouche. Genre, je rêverais de tout ça. Les costumes sont sublimes. Ouais. Les robes là, des sorcières, j'espère que dans la version 2021, ça va être respecté parce que ils modernisent trop ça. Là. Gardez-moi ça. Une sorcière, c'est une sorcière. Là, ouais.
Le message aux maquilleuses, aux maquilleurs est lancé. Là-dessus, on va devoir arrêter l'épisode, mais ça a été vraiment un plaisir. On a appris plein de choses sur toi, que tu tripais sur les sorcières, que tu voulais faire, que tu voulais dans la mafia, que tu chantais la bamba à un très jeune âge. Ouais. Puis quand je faisais la guitare, là, je savais pas comment. Je faisais juste me gratter le ventre avec une main molle, puis je disais que je jouais de la guitare. Fait qu'en tout cas, bref, à voir un jour en spectacle, là, je vous montrerai ça. Super. Si les gens veulent te suivre tes péripéties, suivre les aventures de ta lapine Rosie, où est-ce qu'ils vont? Pour suivre Rosie, la plus belle lapine du monde, vous pouvez aller sur Instagram. Elle a un compte qui s'appelle Rosie Bar. Ah mon Dieu, attends, Guy, on est encore 5 minutes, faut que je raconte quelque chose. Vas-y, on a du temps. Ok, excuse-moi. Parce que Rosie, là, le nom de la lapine, elle s'appelle Rosie Valence. Sur Instagram, c'est Rosie barre en dessous, Valence, barre en dessous, la lapine. Là, vous allez trouver Rosie. C'est la plus belle lapine du monde, vous allez la reconnaître. Mais la raison pourquoi elle s'appelle Rosie Valence, elle a un nom de famille qui n'est pas le mien parce que je l'ai adoptée, faut pas oublier. Je l'ai adoptée quand elle a 8 semaines. Puis, je l'ai appelée Rosie Valence en l'honneur de Rosie Valence qui, la belle-sœur de Richie, dans le fond, la femme de Bob, son frère, elle s'appelait Rosie. Fait que quand elle s'est mise avec Bob, elle est devenue Rosie Valence. Quand j'ai eu mon lapin à Noël chez mes parents, j'ai cherché un nom. Puis là, j'ai dit, mais on va l'appeler Mitaine. Puis toute ma famille m'a dit, c'est tellement laid, t'as chier ce nom-là, on ne l'aimera pas. Puis là, j'étais comme, mais là, je sais pas comment l'appeler. Puis là, un moment donné, ma mère me dit, pourquoi tu l'appellerais pas Rosie? Tu sais, Josie, Rosie. Ouais. Puis là, je trouvais ça cute, mais je trouvais qu'il manquait un kékim. Puis là, j'ai dit, Chris, on va l'appeler Rosie Valence! Comme Rosie Valence dans la bamba. Fait que, au vétérinaire, elle s'appelle vraiment Rosie Valence. Fait que, voilà. Fini. Ça rate. Donc, Rosie Valence, la lapine, toi pour te suivre, j'imagine que c'est Josiane Aubuchon sur toutes les plateformes. Ben, Josiane Aubuchon sur Facebook et vous pouvez me suivre sur Instagram sur Aububu. Écoute, ça a été vraiment, vraiment un énorme plaisir. Merci beaucoup. Puis je suis sûr qu'on va pouvoir retrouver le temps de faire un épisode 2 éventuellement un jour. Là. Tu m'as envoyé une liste, tu m'as envoyé plein de films desquels on pouvait parler. Donc, ça sera fait un jour. Merci beaucoup. Ah, ben merci. Merci à toi, c'était vraiment le fun. Excellent. Là-dessus, mon nom est Guy Saint-Cyr et on a jasé de films.